Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous présenter un jeu qui s'appelle Storming the Gap, déferlement sur la brèche, qu'on pourrait traduire en français, de la série World at War 1985, publiée par Lock and Load Publishing. Donc on va faire une petite ouverture de boîte. Déjà, première chose, c'est imposant, c'est lourd, on a une grosse quantité de matériel, bon, ce qui est déjà plutôt une bonne chose et rassurant. Alors, première chose, on trouve le livret de règles. Alors, je vois qu'il est intitulé version 2.0, donc il fait suite à une première version que je n'ai pas connue. Donc là, je suis en complète découverte. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Dans ces 120 pages. Alors déjà, oui, bon, il y a une table des matières assez conséquente et complète, avec les concepts généraux, les séquences de jeu, des opérations avec les cartes de soutien aérien en support, la guerre électronique, les cartes de formation, les actions, les mouvements, actions et mouvements, les feux, l'action de feu direct. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? L'action d'assaut et d'autres choses sur la série, enfin d'autres règles sur la série. Voilà. Et un générateur de bataille. Bon, ça a l'air complet. Ça a l'air complet. Voilà ce qui concerne les pions et leurs caractéristiques. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très coloré. C'est pas mal. Ça donne envie, franchement. Et lorsqu'on fait avec les pages, on se rend compte que c'est de la super qualité. Franchement, je suis épaté. C'est pas le standard habituel dans les wargames qu'on peut trouver. Donc un papier un peu glacé et diverses informations. Alors on peut voir qu'en jaune, ce sont les informations importantes et que en gris, par endroit, on va avoir les notes du concepteur. Voilà. Bon, j'ai déjà parcouru un petit peu le livre de règles. C'est quelque chose qui se lit assez facilement. Et je pense que l'entrée en matière, enfin la première partie se fait normalement sans trop de problèmes. Surtout si on se réfère au petit autopus qu'a fait Nicolas Michon, qui permet de jouer en 10 minutes. Voilà, ça c'est le livre des règles. Ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? Le module de règles et de scénarios, donc c'est les scénarios liés à Storming the Gap. Voilà un petit peu les cartes de campagne. Bon, je vois qu'il y a 21 scénarios, ce qui est pas mal, franchement, il y a de quoi faire. C'est très coloré, moi j'aime bien, c'est très attrayant, franchement. Ouais, pas mal, pas mal. Donc là, scénario numéro 2. Bon, le seul truc que j'ai trouvé un petit peu bizarre par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres boîtes de jeu, c'est qu'on n'a pas le positionnement des unités ou des objectifs. En fait, ils sont indiqués là sur le scénario. On a la carte, donc le sens d'orientation avec le nord en haut toujours, mais le sens d'orientation de la carte, mais on n'a pas forcément le positionnement, enfin on n'a rien dessus. On n'a pas le positionnement des unités ou des objectifs. Voilà, d'autres scénarios. Alors, si on regarde bien, qu'on prend le temps de lire, on constate qu'il y a une progression dans les scénarios, globalement. Voilà, qu'on a différentes armées. Bon, ça, on va le voir. Ensuite, les planches de pions. Alors ça, il y en a pas mal. Combien on en a? 1, 2, 3, 6. 6 planches de pions. La première. Hop, on va faire un petit zoom, si on peut. Voilà, sur les tanks M1 Abrams. Juste ici. Ouais, ils sont quand même assez gros par rapport à l'habitude. Et ils sont très colorés, ça j'aime bien. Bon, il y a différentes caractéristiques dessus. Je ne vais pas les expliquer là, parce que ça prendrait un petit peu de temps. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, on verra. Voilà, une autre planche de pion. Donc là, je vois qu'elles sont grises. Ça va être plutôt l'armée est allemande.
Marder, ouais, est allemande, bon à voir. Ici les Russes, pas de souci, c'est rouge, on peut pas se tromper. Vert pour les Américains, gris pour les Allemands, rouge pour les Russes. Donc là BMP1, bon ça doit être côté Est, pacte Varsovie. Les différents marqueurs. Hop, gros plan, juste pour voir que c'est bien coloré. Moi j'aime bien. C'est très attrayant. Voilà. Couleur aussi russe là. Je vois quoi, des Mi sûrement. Enfin des hélicoptères russes. Ouais. Spetsnaz, donc les commandos russes. Sympa, franchement, très beau ces pions, j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre là? Feu. Position préparée, je pense, une provède. Hein. Champ de mine, les objectifs, atterri, map of the earth. Tiens, nap of the earth. Bon, je vois ce que ça veut dire. Disrupt, bon, un des états des unités lorsqu'elles sont touchées. On en reparlera. Bon, là, ce sont des obstacles, des wrecks. Out of command, bon, il y aura sûrement une composante rayon de commandement dans tout ça. Alors, les cartes. Les cartes, elles sont... Bon, un carton, je dirais, relativement léger, mais qui semble solide. Donc ça, c'est une carte côté hiver. Bon, forcément, c'est blanc. C'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. On voit que là, la ville prend une place assez importante. Et c'est plutôt bien décrit, je dirais. Ça rend bien, ça rend bien. Ouais, c'est bon, c'est pas recto verso. Alors, je précise que c'est ma version Kickstart que j'ai trouvé en neuf d'occasion. Voilà. Donc une bonne occasion. Très bonne occasion. Ça, c'est une carte côté plutôt été-printemps, donc verte, voilà, avec une colline, un peu de colline montagne et un petit peu de bois. Pareil, c'est assez varié. Hein. Donc on voit quand même la place des routes qui est assez importante, des villages. Bon, très bien. Pas mal. Il y en a combien comme ça alors? Là on en est à 2, 3, 4, 5, pareil hiver, 6, on va faire un gros plan, 7 et 8. Donc logiquement, ce sont les cartes été et les mêmes hiver. Donc il s'agit, si j'ai bien compris, la version Kickstart. Bon, qu'est-ce qu'on a tout au fond et qui est bien lourd? Ce sont les aides de jeu. Alors, je ne les ai pas encore regardées. Donc là, on a quoi? La table nationale des unités soviétiques, avec leur description, le nom. Bon, plein d'éléments utiles dans le jeu, forcément. Ah, c'est recto verso, c'est bien ça. Très bien. Ouais. Bon. Je pense que ah oui, c'est le coup des unités lorsqu'on veut faire un scénario libre ou construire un scénario. Donc pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La table des effets de terrain. La table des terrains en fait. Donc avec les images ici. Mouvement.cost, donc les coûts de mouvement pour les unités, lorsque ce sont de l'infanterie, on va dire, plutôt des véhicules. Donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les fortifications ici. Bon, c'est pas recto verso. Ensuite, West Germany National Unit Chart. Bon, donc il s'agit des unités de l'Allemagne de l'Ouest. Bon, bah, tout à l'heure, je me suis trompé, c'est pas l'Est, c'est forcément l'Ouest, en gris. Ouais, sympa le petit hélicoptère là. Je sais pas si on voit. Ouais, sympa.
D'accord, bon, bah, ça fonctionne pareil que pour les soviétiques, recto verso. Ensuite, Allemagne de l'Est, d'accord. Non, c'est intéressant, là, il y a quand même pas mal d'infos, pas mal d'aides de jeu. Bon, ça suppose quand même d'avoir une table assez imposante, on va dire, si on veut toutes les poser. Allemagne de l'Ouest. Allemagne de l'Ouest, pareil pour construire des scénarios, les coups ici. Différents pions. Là, je vois des Alpha Jet. Bien, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a East German National Unit Table, les tables d'unité d'Allemagne de l'Est. Ok. Ouais, bon, très bien. Ah, ça c'est intéressant. La ligne de vue par l'exemple. Et les hauteurs en référence. Donc ça c'est bien parce que si j'ai bien lu sur les forums et sur Facebook, sur la page, c'est un petit peu ce qui a changé. Donc là on a différentes situations, donc 6 en fait, et ces situations permettent de savoir lorsque la ligne de vue est bloquée ou pas, lorsqu'elle est claire. Et apparemment c'est là que ça change, si j'ai bien compris, lorsqu'on a deux bordex de terrain bloquants, ben, s'il y en a deux ça bloque. S'il n'y en a qu'un, ça bloque pas, si j'ai bien saisi. Bon, à revoir, à revoir. J'en suis qu'au début, je feuillette les règles en ce moment. Encore des exemples sur les lignes de vue et les hauteurs. Donc là on voit le petit schéma pour la hauteur. Pareil ici, avec est-ce que ça bloque ou pas selon la hauteur. Très bien fait, non c'est bien, pas mal. C'est vraiment l'élément de référence, je dirais quasi indispensable. Alors, table des unités américaines. Différentes caractéristiques. Idem de ce côté-là, les coups en coin si on veut créer un scénario libre. Ouais, les attachements, très bien. Bon. Headquarter, très bien. Qu'avons-nous ensuite? Alors, nous avons la table des effets du terrain. Donc ça, c'est vraiment ce qui est indispensable, je dirais, que la table des combats, qu'il n'y a pas ici, parce que c'est un jeu qui n'est pas fondé sur une table de combat. Donc ça change pas mal. Mais là, c'est classique. En fonction des terrains, on va connaître les coups de mouvement pour les troupes à pied, les véhicules, tout ce qui vole. Les bonus de défense pour les troupes à pied, pour les véhicules. Les modificateurs d'assaut. Donc là, je vois City, yes, donc il y a un modificateur. Les effets sur la ligne de vue. Possible cancel bonus troupe. Bon, ça je crois que je vois, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Les obstacles, ok. Est-ce qu'il y a en hauteur combien ça vaut? Voilà, donc là la petite montagne, enfin la montagne tout court, c'est 2 en hauteur en obstacle. Si on a une ville avec une montagne ou une colline, on est à 3 en hauteur. Bon, obstacle, hauteur. Hauteur de l'unité, bon pareil, il faudrait que je vois ce que ça veut dire. Mais c'est très coloré et très lisible en tout cas. Pareil, de l'autre côté. Hop. Voilà. Non, c'est du haut matos. Hein. Là, on est sur du double A4. Quasiment, je crois. Ouais. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah bah, la table des unités de l'Union soviétique. Donc là, forcément, il y en a un petit peu plus. Ok. La table des unités des États-Unis. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Très coloré. Hein. Voilà, ça, c'est aussi important que la table des effets de terrain. C'est les références sur les unités et sur les cartes, hein, ce qui permet de les lire assez rapidement
entre guillemets au départ, lorsqu'on n'est pas habitué sur les couleurs et sur les chiffres. Bon, je vais juste vous décrire là ce petit pion. J'ai ce petit pion qui contient quand même pas mal d'informations, hein, parce que là, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 informations. Bon, finalement, ça se lit assez vite, hein. Ici, vous êtes sur un blindé, un T-62 soviétique. Vous avez ici tout ce qui va correspondre à la valeur d'armure pour percer. Donc c'est un tir pour percer le blindage. Ici, c'est pour plutôt lancer de l'explosif sur ce qui va être plus léger de type infanterie. Avec, dans l'ordre, le range, donc la longueur, la distance, hein, pour toucher. La valeur de feu, 3, donc c'est le nombre de dés qu'on va lancer. Et tout hit, la valeur qu'il faudra atteindre pour toucher l'unité adverse. Donc ça, on l'utilise en fonction de la cible adverse, hein. Si c'est du lourd, on tire plutôt avec ça. Si c'est du léger, plutôt avec ça. En gros, hein. Donc là, pareil, on tire à 6, on lance 2 dés et il faut toucher à 5. Lorsque c'est plutôt le T-62 qui est touché, on va utiliser les valeurs de défense, hein, qui sont ici, avec l'armure qui dit 3, donc 3 dés pour se défendre. Et à chaque fois qu'on prend un 6, on éliminera une touche adverse. Ici, on a les points en mouvement. Alors, en français, ça donne plutôt les points de mouvement. Ici, valeur d'assaut. Bon, alors c'est pas sur tous les pions qu'il y a des valeurs d'assaut, hein, mais vous avez un assaut, c'est lorsque vous faites une attaque contre un ex adjacent, vous rentrez dedans. Donc vous faites un assaut. En fait, vous utilisez cette valeur-là et non pas celle-ci, parce que vous êtes trop près pour tirer au canon. C'est comme si vous aviez un petit bonhomme qui est là, vous pouvez pas tirer, hein, ça passe derrière. Donc vous prenez valeur d'assaut, 2 dés, et vous touchez à 4. Voilà, T62. Donc j'ai fait assez rapidement la description du pion, la couleur pour les Russes. Ici, on est sur une valeur, enfin sur un côté pile, pas encore touché. Pareil, on a une valeur recto qui sera un petit peu moindre, avec des valeurs changées. Voilà. Bon, ça c'était sur un char lourd, mais vous avez un descriptif un peu différent pour des pions concernant soit des hélicoptères, comme ici, soit des transports amphibies, soit des canons. Qu'est-ce qu'on a d'autre de l'infanterie qui est plutôt une cible légère. Voilà, donc ça décrit un petit peu tous les pions, comment ça fonctionne, rapidement. C'est un dé de mémoire, c'est pas mal. Bon, là, il y a un petit truc sur les triangles qu'on trouve à gauche sur le pion. Bon, j'avoue que là, je patauge encore un peu parce que j'en suis qu'au début, donc j'ai pas encore complètement assimilé les couleurs et ce à quoi ça sert, mais ça a un effet dans le jeu, effectivement. Sûrement en bonus ou en malus, mais c'est un effet. Ici, vous avez le descriptif des cartes de jeu, parce que le système repose sur une activation via des cartes. Bon, ça aurait pu être des pions, ben là, c'est des cartes. On va activer ces unités en fonction des cartes qui sont tirées, avec dessus différentes informations. Hop, je remonte un peu. La première, ici, le niveau de morale. Ici, lorsque le headquarter, donc le QG est à plein potentiel, la distance de commandement, donc 5, et lorsque le QG est à potentiel réduit, la distance de commandement 4. Donc là, plein potentiel 5x, en prenant pas le premier au départ, mais celui de la cible compte. Et ici, 4 lorsque le moral est un peu moins élevé. Enfin, pas le moral, pardon, lorsque la valeur du QG est réduite. Voilà, puis là, l'unité, enfin, la formation qui pourrait être activée et la nationalité de la formation. Voilà, donc ça c'est pas mal, hein, pour commencer. J'avoue que je l'ai sous les yeux assez régulièrement avec le livre de règles. De l'autre côté, pareil, bah là on a tous les marqueurs avec leurs références, ce à quoi ils servent, et surtout ce qui est très bien fait, on a une référence avec le point de règle correspondant. Donc là, si vous voulez lire tout ce qui concerne le Rex, donc les abatis, tout ce qui peut être char détruit, qui devient un obstacle, bah vous allez au point 10, 8, 1, et vous avez ce qui concerne la règle concernant les Rex. Donc très bien, pas mal du tout. Voilà. Ensuite, qu'avons-nous? La table des événements. Ah, c'est écrit un peu petit, c'est sombre. Hop, on se rapproche. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a un lancer de dés à faire. Et sûrement que ça doit avoir des effets au cours de la bataille. Bon, pas mal.
Ensuite, missile ammo usage chart. Donc la table d'usage des munitions concernant les missiles. Donc là, bon, c'est ici l'histoire avec les petits triangles de différentes couleurs qui doivent signifier quelque chose. Bon, ça, je découvre. Voilà, de l'autre côté, mouvement et table de mouvement et de feu. Enfin, en résumé. Voilà. Qu'avons-nous ensuite? La carte d'inventaire des formations. Donc, ce sont les différentes formations qu'on va trouver dans le jeu, avec la nation, leur quantité, les cartes qui correspondent, les cartes qu'on va pouvoir activer pour jouer les différents pions, des unités, la couleur de la carte, la désignation de la carte. Voilà, donc là on a toutes les couleurs, toutes les formations. Donc, allemand, US, donc États-Unis, opposé aux soviétiques, East Germany. Voilà, donc l'Allemagne de l'Est. Très bien. Non, c'est bien parce que ça permet d'avoir une vue exhaustive de toutes les cartes disponibles. Et lorsqu'on cherche, on va sur la carte en question. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une aide de jeu qui permet de poser les cartes de formation disponibles, celles qui sont écartées une fois jouées. Ici, je pense que ça concerne tout ce qui est valeur d'artillerie, pour tout ce qui est height explosive, donc les explosifs, chimiques, bon. Et des compteurs en tout cas, on va pouvoir déplacer des petits pions. Ok, la même chose pour les États-Unis. Avec le tract, la ligne pour enregistrer les tours, enfin les lignes, il y en a deux en l'espèce, donc on peut aller jusqu'à 20. Là, ici, une ligne pour le temps. Squad mode, mid box. Bon, là c'est le temps aussi, quand c'est un peu spécial, je crois. Là, c'est la même chose que pour les Russes. Au niveau du suivi des tirs d'artillerie, la fumée, missiles, etc. Ouais, bien. Pratique. Bon, alors je dispose du tapis du Kickstart, donc ça, je ne vais peut-être pas forcément l'utiliser, mais je peux l'avoir de côté, c'est bien. La table de changement du temps. Voilà, pareil, ça va jouer avec un jet de D6, enfin 2 D6 en l'espèce, et avec des changements de temps. Et les conséquences en main. Ok. Voilà, ça c'est une aide de jeu qui permet de créer des batailles, différentes tailles de scénarios, différents nombres de tours, enfin de tours ici, et de cartes, et valeur de points. Donc vous voyez, ça peut aller jusqu'à 4500 points. Bon, je sais pas combien ça peut faire d'unités, mais déjà rien que 4500, ça paraît beaucoup. Donc on peut faire quelque chose d'assez imposant. La longueur des tours et des objectifs, avec des bonus de défense. Bon, ok. Les degrés de victoire. Donc, ce qui permettra de calculer si on a bien réussi le scénar ou la bataille en fonction du nombre de points qu'on va marquer. Donc là, une formule. Voilà. Direct Fire Modifier, donc ça ce sont les modificateurs de tir direct, une table correspondante, bien. La séquence de jeu, résumé. Ok. Bon, c'est écrit un peu petit, mais apparemment tout est dessus. Voilà. Ok. Every die roll in the series. Je sais pas, on dirait que ça fait référence à différents points de règle. Bon, c'est une règle de jeu sur des règles spécifiques à voir. Holding box, bon, ça c'est une aide de jeu qui permet de mettre de côté les pions une fois qu'ils sont suppress au niveau des quartiers généraux, les casualties, donc tout ce qui va être unité détruite, etc. Ok.
Bon, voilà ce qui était pour les aides de jeu. Je continue parce qu'il y a quand même pas mal de choses dedans. Bon, je vois qu'il y a 8 dés, 4 bleus, 4 rouges. Bon, c'est standard, hein, c'est pas... Là, je reconnais que c'est pas hyper qualitatif. Mais bon, il y a des dés, c'est bien, c'est sympa. C'est mieux que de ne pas en avoir et d'en chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Les cartes d'objectifs. Bon, on ne doit pas avoir que ça dedans, on va l'ouvrir. Alors, objectif D. Ah ouais, c'est peut-être des cartes qu'on va mélanger avec la pile d'unités, le bataillon, comme cela. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Bon, ok, bon, ça correspond aux différentes unités disponibles dans le jeu, je pense, plus des cartes qui doivent introduire des actions spécifiques. Voilà. Bien. Je crois que c'est au format de carte Magic, donc ça va être assez simple pour les sliver. Hop, et deuxième paquet de cartes, qu'est-ce qu'on a? On a toujours des cartes d'unité. Ouais. Ah, il y en a. Et elles sont de bonne qualité, hein, je trouve. Elles sont... Ouais, on dirait du papier glacé, enfin, presque plastifié. Bon, ça nécessite quand même de les mettre sous sleeve, mais hop, voilà. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Lorsqu'on regarde tout ce qu'il y a dedans, il y a de la quantité, et je dirais de la qualité. De l'autre côté de la boîte, ce qui est important, parce que je regarde souvent, hein, c'est déjà qui a produit. Donc là, on peut voir que c'est David Alf et Kev Tracton. Game Design, donc le concepteur Kev Tracton. Tout ce qui va concerner le graphique au niveau des cartes et des pions, donc Marc von Martial. Voilà, tout ce qu'on peut trouver dans cette boîte, hein, qui est le premier opus de World of War 1985, qui s'appelle Storming the Gap. Bon, Vassal Compatibility. Il faut savoir qu'il y a déjà un module Vassal, hein, qui existe, qui est très bien fait. Donc là, bah, c'est compatible. Oui, on peut jouer à la fois avec Vassal et à la fois avec la boîte pour jouer à côté, enfin les cartes et les pions. Complexité moyenne. Bon, à la lecture des règles, je pense que c'est, oui, effectivement, c'est moyen. C'est pas hyper compliqué. Il y a des points de détail qu'il faut intégrer, mais je pense que le plus compliqué, c'est quand même la lecture des pions, leurs différentes capacités et leurs différentes utilisations, et surtout les plus efficientes. Et enfin, bah, le niveau de jouabilité en solitaire, qui est relativement élevé, donc c'est pas mal. Alors, je vois 1 à 2 personnes pour jouer jusqu'à 1 à 2 heures. 14 ans, bon, je pense que la plupart de ceux qui jouent au Wargame ont plus de 14 ans. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Voilà. Voilà tout ce qu'on trouve dans cette boîte bien fournie. Donc je confirme, il y a beaucoup de choses. C'est très lourd. C'est super qualitatif. Franchement, là on a quelque chose de très 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 attrayant qui donne envie d'y jouer. Voilà. Déjà, il y en a pas mal dans la boîte. Et on la referme. Et je vous dis à bientôt. Voilà, merci de m'avoir regardé. À bientôt.